Dans l'ombre des projecteurs, certains artistes brillent trop fort, trop vite. Leur lumière ne dure jamais longtemps. Et parfois, elle disparaît dans un silence assourdissant. Des noms qu'on connaît tous, des visages, des voix, devenus des légendes. Mais derrière leur gloire se cachent des histoires sombres, des destins brisés, des vies marquées par le chaos, la douleur et un étrange sentiment de malédiction. Pourquoi ces artistes? Pourquoi ce schéma qui se répète encore et encore? Y a-t-il une vérité plus profonde, un fil rouge invisible? Bienvenue dans l'iceberg des artistes maudits. Vous connaissez le concept des icebergs. Celle-ci est une descente en 5 niveaux, du plus connu au plus obscur. Ici, chaque nom cache une histoire. Et plus on descend, plus ça devient dérangeant. Dans ce premier épisode, on explore la surface, ces artistes que tout le monde connaît, mais dont les fins tragiques laissent encore planer le doute. Des icônes, devenues symboles d'une génération brisée. Accrochez-vous, ce n'est que le début. Quand Nirvana explose avec Nevermind en 91, c'est plus qu'un simple succès commercial. C'est un basculement culturel. Kurt Cobain, leader taciturne du groupe, devient malgré lui l'icône d'une jeunesse qui ne se reconnaît plus dans les promesses de la société de consommation. The majority of us need to have a goal, a carrot out there, something that goes, oh, that looks good, I'm going to work towards that. I don't think there is that now. I mean, why would some kid want to stay in school, battle bullets, is broken, a broken family, his friends with drug problems? I mean, what's the use of staying there when you look beyond that and there's nothing? You don't see a great factory job or a house in the burbs, with your cute kids and your cute wife and a nice car. That dream is gone. Sa voix, à la fois rageuse et fragile, incarne les contradictions d'une époque où l'insouciance des années 80 laisse place au malaise des années 90. Le grunge, ce son sale et brut, né à Seattle, mélange de punk et de heavy metal, devient un cri collectif. Et Cobain, avec ses textes torturés, en devient le prophète. Melodious, it has a rhythm though, a driving force, like sex, the very most primal urge inside of human beings. It draws out the animal inside you, and it brings that to life. It allows you to thrash around and to experience something completely different from polite society today. Le succès fulgurant de Smells Like Teen Spirit propulse Nirvana sous les projecteurs mondiaux, mais révèle aussi un artiste tiraillé entre authenticité et célébrité. Cobain n'a jamais voulu être une star, pourtant il finit par représenter tout ce qu'il rejetait. Une image, un produit, un symbole. Et c'est cette tension permanente entre rejet de l'industrie et exposition médiatique qui va marquer à la fois son œuvre et sa chute. Le 5 avril 1994, Kurt Cobain se donne la mort par balle dans sa maison de Seattle. Il a 27 ans. Comme s'il venait de sceller son destin dans ce funeste club des 27, aux côtés de Janis Joplin, Jim Morrison ou Jimi Hendrix. À travers sa lettre d'adieu, Cobain laisse transparaître un mal-être profond, un rejet viscéral de la célébrité et surtout une incapacité à ressentir une quelconque paix dans un monde qui n'a jamais vraiment compris, ou qui ne l'a jamais compris lui. Ce suicide brutal et incompris fige Cobain dans une image quasi mythologique.
celle du génie torturé, consumé par son art et étranglé par la notoriété. Pour beaucoup, sa mort n'a fait que renforcer son message, celui d'une génération en crise, rongée par le doute, la solitude et la perte de repères. Mais là aussi laissé un vide immense. Nirvana n'était plus, et le grunge, privé de son étendard le plus puissant, allait peu à peu s'éteindre avec lui. En 2014, soit 20 ans après la mort de Kurt Cobain, la police de Seattle décide de rouvrir le dossier, ou plutôt de le dépoussiérer. À cette occasion, un nouvel élément refait surface. Une note manuscrite retrouvée dans le portefeuille de Cobain le jour de sa mort, et restée confidentielle pendant 2 décennies. Cette note écrite sur un papier en tête de l'hôtel Phoenix à San Francisco choque immédiatement de par son ton cinglant. On y lit, et je vous fais la traduction en français, Kurt Cobain, acceptes-tu Courtney Michelle Love comme ta légitime épouse déchiquetée, même quand c'est une boutonneuse qui siphonne ton argent pour se droguer et se prostituer? À la lecture de ce texte, difficile de ne pas percevoir une profonde rancœur. Et surtout, un contraste flagrant avec la lettre de suicide officiellement dans laquelle Cobain décrivait Courtney comme une déesse qui transpire l'ambition et l'empathie. 2 discours, 2 tonalités, presque 2 hommes différents. Stop. Qui est Courtney Love? So you're having a relationship with the guitar player? No? I don't know. Honestly. It's over? I think, yeah. What happened? I don't care. Courtney Love n'est pas qu'un simple nom dans l'histoire de Kurt Cobain. C'est un réel tournant dans sa vie. Leur rencontre remonte à la fin des années 80, mais c'est en 91, au moment où Nirvana explose mondialement, que leur relation devient sérieuse. Très vite, ils se marient, puis donnent naissance à leur fille, Frances Bean Cobain, en 92. Entre passion destructrice, addiction partagée et projecteurs braqués sur eux, leur couple devient l'un des plus médiatisés et polarisants des années 90. Pour certains, Courtney est l'amour de sa vie, pour d'autres, elle est un poison. Une chose est sûre, leur relation est complexe, intense et souvent chaotique. C'est dans ce climat instable qu'émergent les premières tensions, les drames publics et surtout les nombreuses zones d'ombre qui entourent les derniers mois de Kurt Cobain. Mais revenons à cette fameuse lettre si vous voulez bien. Parce que logiquement, là on est en passe de se demander qui a réellement écrit cette note. Certains affirment que c'est une blague de mauvais goût, griffonnée par Courtney elle-même, connue pour son humour noir et son sarcasme. D'autres y voient un indice d'un malaise plus profond dans leur couple, voire une preuve indirecte d'un mobile. Car c'est là que les théories alternatives entrent en scène. Et elles sont nombreuses. Certaines prétendent que Cobain ne se serait jamais suicidé dans ces conditions, que la dose des retrouvée dans son sang aurait suffi à l'endormir avant même qu'il puisse manipuler un fusil. D'autres s'interrogent sur la mise en scène étrange autour de la mort. L'arme, le positionnement du corps, la lettre et maintenant cette note dans le portefeuille. Courtney Love est alors au centre de nombreuses spéculations. On lui prête un mobile financier. Cobain aurait parlé de divorcer et avec un contrat de mariage en poche, Love aurait pu perdre gros. Mais dans la réalité, aucune preuve formelle n'est venue confirmer cette hypothèse. Pas plus que les accusations délirantes du chanteur punk El Duce qui affirmait que Courtney lui avait proposé 50 000 $ pour tuer Kurt. But you did some deal with Courtney, right? Yeah. She offered me 50 grand to whack Kurt Cobain. Yeah, I was telling you this. She what? 50 grand to whack Kurt Cobain. And that's a fact, is it? But people might think you're not the most reliable witness. Well, that's too bad. You may not be the reliable witness your own self. Now think about that one. Yeah. You know, when she offered me money, God dang, I wish I would have taken it, man. But I know who whacked him. But how are you going to whack him? Did she tell you how to do it? Yep, blow his fucking head off. So where were you going to find him to do it? Well, up there, and she gave, mapped it out. I mean, up there in Bellevue, wherever they live, right outside Seattle. I know right where the house is. I know right what garden pop him in. I just didn't think she was serious. But but if you just blew his brains out like you said, it wouldn't look like suicide. It looked like you blew his brains out, right?
But I told Alan, my friend, who I'll let the FBI catch him. But that's just the way it's done. End of story. Avant de mourir lui-même écrasé par un train quelques jours après ses déclarations. Bon bref, et pourtant ces éléments, aussi invérifiables soient-ils, nourrissent encore aujourd'hui la légende noire autour de Cobain. Pour certains, croire qu'il a été assassiné, c'est une manière de refuser la réalité plus tragique, celle d'un homme brisé, rongé par la dépression, la drogue et une douleur existentielle qui remonte à bien avant sa célébrité. Plus de 30 ans après sa mort, le cas de Kurt Cobain continue d'alimenter les rumeurs, théories et débats. Si la thèse officielle du reste la version retenue par les autorités, l'étrange note retrouvée dans son portefeuille, les zones d'ombre, les enquêtes et le rôle ambigu de Courtney Love ont durablement marqué l'imaginaire collectif. Certains y voient les signes d'un meurtre déguisé, d'autres les cicatrices d'un esprit tourmenté, piégé entre la célébrité et ses démons intimes. Mais peut-être que le plus glaçant de toute cette histoire, c'est justement qu'on ne saura jamais vraiment et que le flou participe à entretenir la légende. Kurt Cobain, à l'image de sa musique, nous a laissé un cri brut, viscéral, difficile à classer. Un cri qu'on continue d'écouter, de disséquer, de questionner. Après tout, comme il écrivait lui-même dans sa lettre d'adieu, citant Neil Young, « It's better to burn out than to fade away ». Nirvana means freedom from pain and suffering in the external world. That's just the Webster's dictionary. That's just right out of the Webster's dictionary. And you said, as far as you could tell, that's what punk means to you. So it was the perfect name. That's not why you chose the name then. Now I remember. Yeah, that's why. Sure. I don't want to harp on the name. It wasn't. Yeah, it doesn't matter. Okay. And I forget. That's why I taste. Yeah, I guess. Singer Amy Winehouse arrived at a rehab clinic this afternoon for what her management says was a routine appointment. Her visit, caught on camera for News at 10, came on the day she was shown in a video apparently smoking crack. Avant que les tabloïds ne s'emparent de son image, Amy Winehouse était avant tout une musicienne. Formée très tôt dans des écoles artistiques réputées, elle développe une oreille musicale fine et une culture jazz impressionnante pour son âge. Dès ses premiers titres, sa voix détonne, rock, profonde, habitée. Une voix qu'on associe aux années 50, mais qui traverse les décennies sans perdre de sa modernité. Son premier album, Frank, montre déjà cette capacité à raconter sans filtre, avec une justesse émotionnelle rare. Mais c'est avec Back to Black qu'elle explose. L'album est un cri, à la fois maîtrisé et brut. Chaque titre semble directement extrait d'un journal intime, porté par une voix qui ne cherche pas la perfection, mais l'émotion juste. Elle improvise, module, joue avec le rythme comme une véritable chanteuse de jazz. Son approche minimaliste, presque instinctive, contraste fortement avec le standard pop de l'époque. Les critiques lui reprochent même parfois de faire semblant entre guillemets, de s'approprier un style qui ne serait pas le sien, mais ces accusations peinent à tenir bien évidemment face à l'évidence. Amy chante comme elle vit, sans artifice. Même Tony Bennett, figure majeure du jazz, dira d'elle qu'elle était, entre guillemets, l'une des meilleures chanteuses qu'il ait jamais entendues. Cette maîtrise vocale, ce mélange de fragilité et de technique aurait pu suffire à faire d'elle une légende. Mais la voix, aussi forte soit-elle, ne pouvait masquer les blessures. Derrière les performances, quelque chose vacillait déjà.
une tension, un manque, un déséquilibre latent. Et c'est là que Blake entre en scène. Lorsque Blake Fielder Civil entre dans la vie d'Amy Winehouse en 2005, elle n'est pas encore l'icône planétaire qu'elle deviendra. Lui travaille dans la production vidéo, elle vient de sortir Frank, un premier album salué mais encore discret. Leur rencontre dans un pub londonien donne le ton, immédiate, intense, presque irréelle. Un échange de regards, une chanson improvisée et déjà une forme de dépendance affective semble s'installer. C'est que certains décriraient comme une passion fusionnelle avait en réalité les fondations d'un lien profondément instable. Très vite, leur relation devient cyclique, séparation, infidélité, réconciliation. Amy elle-même le confiera, Back to Black est une réponse directe au départ de Blake, retourner à une ex-compagne. Derrière la musique se cache déjà une douleur bien réelle. Mais ce n'est pas seulement sur le plan émotionnel que cette relation va se fragiliser. C'est aussi physiquement, psychologiquement et lentement de manière irréversible. Avant Blake, Amy consomme essentiellement du cannabis, mais en 2007, c'est lui qui l'initie à l'héroïne, puis à la coke. Dans une interview des années plus tard, elle exprimera ses regrets, reconnaissant sa responsabilité dans cette spirale. J'ai pris de la drogue devant elle, elle a voulu essayer, j'aurais dû dire non, j'ai échoué. Leur mariage, célébré rapidement à Miami en mai 2007, scelle cette dynamique de dépendance mutuelle. Amy le résumera sans détour, tout notre mariage était basé sur... À partir de là, les deux ne semblent plus fonctionner qu'ensemble, et ce, dans une logique d'autodestruction. Ils se tirent mutuellement vers le bas, entre excès, violence et blessures à peine dissimulées. Blake, déjà habitué à l'auto-destruction, influence Amy à son tour. Elle commence à se blesser, reproduisant les mêmes gestes, comme s'il s'agissait d'un langage commun à leur souffrance. Plutôt que de chercher de l'aide, ils se renferment l'un sur l'autre. Cette intimité devient une prison et la dépendance un ciment toxique. Leur relation devient publique, trop publique à mon goût, car les médias relayent chaque dispute, chaque photo d'Amy en état second, chaque apparition troublante sur scène. Mais au lieu d'une réelle inquiétude, c'est souvent le jugement qui l'emporte. Ce qui est triste en vrai parce que Amy devient une cible facile, moquée, scrutée, sans qu'on mesure vraiment l'emprise dans laquelle elle se trouve. Blake finit par être incarcéré en 2007 pour une agression suivie de tentative de subornation de témoins. Pendant qu'il purge sa peine, Amy sombre encore. Elle le remercie lors des Grammy Awards en disant « Mon Blake incarcéré », alors que leur lien est déjà brisé de l'intérieur. My Blake incarcerated, and for London, this is for London, cause Camden Town ain't burning down. Ça va aller un peu comme ça, et en 2009, leur divorce est prononcé. Amy entre alors dans une nouvelle phase, tentant de se libérer de cette relation. Elle arrête les durs, mais reste profondément marquée. L'alcool, lui, ne la quitte plus. Le plus tragique dans tout ça, je trouve, c'est qu'Amy a tenté de s'en sortir. Elle a fait plusieurs séjours en cure, engagé un médecin pour la surveiller au quotidien, même que pendant un temps, elle reste sobre. Mais l'équilibre est fragile, et tu le sentais. Et malgré tous les efforts, la rechute finit par arriver. Let me bring you some breaking news now, coming into us from Sky Sources. The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat, just 27 years old. Le 23 juillet 2011, Amy Winehouse est retrouvée morte dans son appartement de Londres. L'autopsie révèle un taux d'alcool dans le sang 3 fois supérieur à la limite légale. Seule, à 27 ans. Une fin brutale, mais presque prévisible tant les signaux d'alerte avaient été nombreux. Le lien entre Amy et Blake n'est pas une simple histoire d'amour destructeur,
C'est le portrait d'une dépendance mutuelle où les fragilités de chacun se sont répandues, nourries et aggravées. Leur relation montre comment un lien intime peut devenir un terrain fertile pour la chute, surtout lorsque l'addiction, le mal-être et la célébrité s'en mêlent. Et si Back to Black a permis à Amy de transcender sa douleur par la musique, le prix à payer, lui, était bien réel. On l'imagine souvent comme un rocker en transe, torse nu, sous des projecteurs rouges, criant des mots qu'on ne comprend pas toujours. Mais Jim Morrison, avant d'être une voix, une image, un mythe, c'est un esprit. Un esprit hanté par la poésie, obsédé par les symboles, fasciné par ce qui se cache derrière le visible. Oui, c'est très mystique ce que je dis là, mais dès le départ, Morrison ne veut pas être une idole. Il veut être un poète. Un voyant au sens rimbaldien, je sais même pas si ça se lit comme ça, mais en gros c'est quelqu'un qui traverse les apparences et qui dérange, mais qui éclaire. Ce n'est pas un hasard si ces influences ne viennent pas du rock, mais des poètes maudits, des philosophes allemands, des mythes anciens et des rituels chamaniques. Il lit Blake, non pas celui-là, Artaud, Nietzsche, et pense que l'art, le vrai, doit brûler, quitte à y laisser quelque chose. Et quand les Doors explosent, il utilise le groupe comme un véhicule. Le rock n'est pas un but, c'est un médium. Ce qu'il cherche, c'est la transformation, l'expérience totale. Sur scène, il récite ses textes comme on invoque des esprits. Il casse le rythme, joue avec le silence et impose un certain chaos. Il se sert de la scène comme un théâtre sacré où chaque concert devient une cérémonie. Il n'est pas là pour plaire, il est là pour ouvrir des portes. Et quand il écrit, c'est la même chose. The Lord, The New Creatures, Wilderness, ce ne sont pas que des recueils classiques, ce sont des tentatives de voyage. De visions couchées sur papier, il mélange l'organique et le sacré, le sexe et la mort, le réel et le mythe. Comme s'il cherchait à toucher quelque chose de plus grand, de plus profond, mais toujours insaisissable. Alors oui, Jim Morrison était un chanteur, mais ce n'est pas ça qui le définit. Ce qui le traverse, c'est ce qu'il pousse, ce qui le consume, c'est la volonté de comprendre ce qui se cache derrière le rideau. Le besoin presque mystique de tout ressentir, de tout dire, quitte à s'y perdre. C'est bien beau ce que je vous dis depuis le début, c'est bien poétique, mais c'est pour une raison bien précise. Je veux que vous vous imprégniez et que vous saisissiez au mieux le personnage dans sa tête et son esprit, parce que ça va tourner au cringe très vite. From 9
9 to 14 years of age being subjected to such obscenities, certainly immediate action is demanded. Bon, je vais aller à l'essentiel parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est sa mort. Alors je sais, ça peut paraître étrange dit comme ça. Jim Morrison est un énorme chanteur dont je suis d'ailleurs fan, mais pour notre histoire, c'est important qu'on revienne sur sa mort. Et vous allez comprendre pourquoi. Jim Morrison meurt à Paris le 3 juillet 71 à seulement 27 ans. Plus de 50 ans après, sa disparition continue de fasciner. Pourquoi ? Parce que dans toute cette affaire, tout est flou. Pas d'autopsie, des témoignages contradictoires, des rumeurs d'overdose et même des théories selon lesquelles il aurait simulé sa mort pour fuir la célébrité. D'après la version officielle, Jim Morrison est retrouvé mort dans sa baignoire par sa compagne Pamela Courson vers 6h du matin. Il vivait à Paris depuis mars 71 pour faire une pause après l'enregistrement de LA Woman. Les autorités concluent rapidement à une crise cardiaque, possiblement aggravée par l'alcool. Mais surtout, aucune autopsie n'est réalisée, car la loi française ne l'exigeait pas en absence de preuves de crime. Fait étrange, pendant plusieurs jours, les médias américains ne sont pas informés. J'ai fait quelque chose que je suis sûre que Jim voulait, puisque c'était dans l'esprit de sa vie à Paris. Autrement dit, bloquer la nouvelle. Même les proches du groupe sont dans le flou. Le corps est placé dans un cercueil scellé et l'enterrement a lieu en petit comité au Père-Lachaise. Le directeur Bill Siddons, manager des Doors, arrive à Paris, mais trop tard. Tout est déjà terminé. L'absence d'autopsie reste le point le plus controversé. Personne ne peut dire avec certitude de quoi Jim est mort. Le certificat de décès aurait été signé par un médecin que personne n'a jamais pu retrouver. Et Pamela Courson n'a jamais été interrogée à son retour aux États-Unis. Résultat, l'hypothèse de la crise cardiaque reste invérifiable et des dizaines de théories émergent. Beaucoup pensent que Morrison est mort d'une overdose. Il aurait pris de l'héroïne avec Pamela ce soir-là par voie nasale car il avait peur des aiguilles. Vers 4h du matin, un mec que je connaissais, que je connaissais bien, qui dirait, vient me voir, il me dit, tu sais que Morrison est mort. Je dis quoi? Il me dit, je suis vachement emmerdé parce que je lui ai vendu quelque chose. J'ai vendu quelque chose à sa nana, il m'a dit. Et ça me fait chier, j'espère que c'est pas mon truc qui l'a tué. J'ai dit, tu sais très bien que ce genre de choses peut arriver. J'ai dit, tu vas pas te culpabiliser, tu sais très bien qu'il picolait comme c'est pas permis et qu'il a fait peut-être un mélange. Je lui ai dit, peut-être que c'est même pas ton truc. Problème, la aurait été trop puissante. Selon certaines versions, c'était même la première fois qu'il en prenait, pensant que c'était de la cocaïne. Pamela a raconté plusieurs versions de cette nuit-là, parfois incohérentes. Une fois elle dit qu'ils ont juste mangé chinois, une autre fois elle admet qu'ils ont pris de la drogue. Ces contradictions, mine de rien, n'ont fait qu'alimenter les doutes. En 2007, Sam Bernett, propriétaire du club Rock'n'Roll Circus, affirme que Morrison est mort dans les toilettes de son club d'une overdose vers 2h du matin. D'après lui, 2 dealers ont ensuite transporté son corps jusqu'à son appartement pour éviter de mêler le club à un scandale. Morrison aurait été placé dans la baignoire pour simuler une mort naturelle. Cette version met en cause Jean de Breteuil, un aristocrate dealer bien connu à l'époque qui aurait fourni de et entretenait une liaison avec Pamela. Jim Morrison, the lead singer for The Doors, a rock music group, is dead. He was 27. But the death was kept secret to avoid a sensation. They say natural causes. Which natural causes in specific, he wasn't sure. He was buried in Paris in the same cemetery where Balzac and other French immortals lie. Certaines rumeurs vont encore plus loin
Et si Morrison avait simulé sa mort? C'est l'idée derrière plusieurs théories conspirationnistes. On raconte qu'il aurait fui pour vivre sous un autre nom, fatigué de la célébrité. Des rumeurs l'ont localisé à New York, dans l'Oregon, ou encore sous le nom de Frank Hakes, un concierge vivant à Syracuse évoqué dans le documentaire Before the End, Searching for Jim Morrison. Allez voir ce documentaire parce qu'il est vraiment cool. Mais en revenant à notre histoire, pourquoi ces théories persistent? Je pense que déjà, vous le voyez venir, c'est à cause de tous les éléments étranges, la mort soudaine, le cercueil fermé, l'annonce tardive et la presse, les témoins rares. Et puis, Morrison lui-même parlait souvent de la mort, parfois avec ironie. Il aurait dit un jour à propos de Jimi Hendrix et Janis Joplin, pendant un repas entre amis, vous buvez avec le numéro 3, faisant référence aux légendes qui sont morts à 27 ans, et que selon lui, il était le 3e sur la liste. La mort de Jim Morrison est une énigme. Officiellement, il est mort d'une crise cardiaque, mais sans autopsie, avec autant de zones d'ombre et de contradictions. La vérité reste insaisissable. Overdose, accident, manipulation ou disparition volontaire d'un poète devenu prisonnier de sa légende. Chacun a sa théorie, mais personne n'a de certitude. Malgré le mystère entourant sa mort, une chose est certaine, la tombe de Jim Morrison au cimetière du Père-Lachaise à Paris est devenue un lieu de pèlerinage incontournable pour les fans du monde entier. Au départ, son enterrement est discret, presque confidentiel, à peine une poignée de personnes assistent à la cérémonie. Pourtant, en quelques années, sa sépulture devient l'un des endroits les plus visités au cimetière, aux côtés de celles d'Oscar Wilde, Edith Piaf et Chopin. Dans les années 80-90, la tombe de Morrison est envahie de graffitis, de bouteilles vides et d'hommages laissés par des admirateurs. Certains organisent même des rassemblements illégaux, transformant l'endroit en lieu de fête et de recueillement. Face au débordement, un buste de Morrison installé sur sa pierre tombale est volé en 88 et en 93, la famille décide d'installer une simple dalle de granit avec une épitaphe en grec ancien qui peut se traduire par « fidèle à son propre démon ». Une phrase qui colle parfaitement à l'image du leader des Doors. Aujourd'hui encore, sa tombe reste l'une des plus visitées au monde. Certains y voient un hommage éternel à l'artiste maudit, d'autres une preuve supplémentaire que Morrison n'est plus qu'un simple chanteur. Il est devenu une légende et son aura mythique, son charisme, ses paroles continuent de résonner, alimentant encore et toujours les théories sur sa disparition. Jim Morrison est-il vraiment mort ce 3 juillet 71? Peut-être que la vraie question est ailleurs. Mort ou vivant, il a atteint ce qu'il cherchait, l'immortalité. Richie Edwards, c'est peut-être l'un des... Pour conclure en beauté ce premier épisode, je tiens déjà à vous remercier. Merci pour être resté jusqu'au bout. Ce que ces 4 histoires ont en commun, c'est la fin tragique bien sûr, mais aussi une chose plus insidieuse. Un mal-être profond, souvent ignoré, et un monde qui les regarde tomber sans rien faire. Et ce n'était que la surface. Le prochain doit arriver très bientôt si je dis pas de bêtises, et vous allez voir que tous les cas que j'ai évoqués ici au premier niveau ne sont en rien à côté de ce qui vous attend. Ça va être sale et morbide, mais surtout moins connu.